Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons ce mardi matin dans l'invité du direct avec le professeur Abdelhak Lamiri, économiste, expert international en management et fondateur, directeur de la Business School INSIM. Professeur Lamiri, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Alors, pour nous accompagner dans cet entretien, Hassan Haddouche. Hassan Haddouche, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons faire comme d'habitude. Nous démarrons souvent avec des éléments d'actualité, professeur. À votre place, la semaine dernière, il y avait l'ancien président, directeur général de Sonatrach, M. Nazim Zouéouch, qui commentait l'appel d'offres dont il disait, et nous sommes à peu près d'accord sur cela, qu'il a été raté, l'appel d'offres de Al-Naft. Est-ce que vous faites partie des gens qui considèrent que c'est une mauvaise nouvelle parce que nous n'allons pas avoir les revenus que nous espérions avoir dans 10 ans avec la prospection d'aujourd'hui, ou est-ce que, parce que ça existe aussi, vous faites partie des gens qui pensent que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va nous ouvrir les yeux sur notre réalité. On ne peut plus continuer à compter que sur les recettes d'hydrocarbures. Il est clair que si on analyse froidement la réalité économique depuis les années 70, on voit qu'il y a une corrélation très nette entre le laxisme budgétaire, les assainissements sans fin, les rationalités économiques, etc., et les recettes pétrolières. Il y a une corrélation très forte. Dès qu'il y a des recettes qui entrent en abondance, on commence des dépenses tout azimut et on est plus laxiste avec les entreprises, les institutions, et on entre dans l'irrationalité économique. Dès que les ressources commencent à fléchir, on commence à penser à autre chose, aux restrictions budgétaires, à la rationalité économique, à la rationalisation des entreprises. Donc de ce point de vue, c'est pas une mauvaise nouvelle. Du point de vue de ce que vous dites là. De ce point de vue de l'histoire, oui, de l'histoire économique de l'Algérie, oui. On a tendance uniquement à introduire plus de rationalité dans le système économique lorsque les ressources diminuent. Maintenant, si on arrive à avoir une meilleure rationalité économique des décideurs alors que les ressources sont abondantes, c'est encore mieux. Mais pour le moment, historiquement, c'est le contraire qui s'est produit. On aura les vrais indicateurs du changement ou pas, parce qu'on aura dans quelques mois le plan quinquennal 2015-2019. Mais la loi de finances 2015 a déjà engagé une partie des dépenses. Vous ne considérez pas que c'est déjà un indicateur ? C'est un indicateur. Et il dit quoi ? L'indicateur, pour moi, pour ma part, il y a une indication qui est positive, mais il reste beaucoup de choses à faire, sinon on va avoir d'énormes problèmes. L'indication qui est positive, c'est quoi ? C'est que nous sommes passés de plans, les plans précédents étaient à, disons, 95-99% infrastructure. On met beaucoup d'argent dans le développement des infrastructures en croyant que c'est ça qui va propulser le pays vers le développement. Vous avez vu, quand on analyse soit les théories économiques, soit les expériences des autres pays, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les pays qui ont choisi de financer la matière grise qui s'en sont sortis. Et je donne toujours l'exemple de l'Inde. L'Inde, en 1990, jusqu'à maintenant, l'Inde a des pires infrastructures au monde. Vous avez vu les routes, les chemins de fer, etc. Mais l'Inde, ils ont pris la plupart des ressources de relance. Ils ont développé avec ça les meilleures universités, centres de formation professionnelle, centres de recherche dans des domaines clés. Ils sont devenus des acteurs incontournables dans le monde et c'est un pays qui a une croissance et qui est devenu une économie émergente. La Chine, la même chose, etc. Donc ce sont les pays qui ont boosté le développement humain, les qualifications humaines qui ont réussi. Ça, c'est
Que ce soit au niveau de la théorie ou des expériences, c'est ce qui se fait. On va pouvoir parler, mais vous trouvez qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens dans la loi de finances 2015 ? Très peu. C'est ça le problème. Je dis, ce qui est bien dans la loi de finances, et peut-être dans le plan qui va venir, c'est qu'on commence à financer moins d'infrastructures et plus l'économie productive. C'est-à-dire développement agricole, diversification industrielle, l'amélioration des services, etc. Mais pour que cette stratégie réussisse, elle doit être appuyée sur le troisième pilier qui, à mon sens, n'est pas suffisamment financé pour le moment. C'est les qualifications humaines et l'économie du savoir. Ce sont les sociétés d'expertise dans tous les domaines. On parle de l'administration des hôpitaux, etc., qui ne fonctionnent pas bien. Mais on n'a pas les sociétés d'expertise au management des hôpitaux, on n'a pas des sociétés d'expertise au management des universités, en management universitaire, en TIC, les simulateurs, les bases de données, tout ce qui est économie du savoir, qui sait faire fonctionner l'économie productive, il n'est pas là. On connaît votre position, mais je voudrais que vous nous la rappeliez. Est-ce que c'est un bon choix ? Est-ce que investir 10 milliards de dollars dans les entreprises publiques aujourd'hui pour redresser, le secteur industriel en Algérie, est-ce que c'est un choix qui vous paraît pertinent aujourd'hui ? Moi, j'ai toujours une méthodologie, je réfléchis en fonction d'une méthodologie universelle. S'il y a un problème en ce sens, on me dit, je vais booster l'économie algérienne en misant surtout sur les entreprises publiques. Je me dis toujours, je me retourne toujours pour voir du côté scientifique si ce schéma-là existe. Deuxième chose, je vois les expériences des pays qui ont réussi surtout. Chine, Pologne, Malaisie, etc. Je trouve que les deux expériences qui ont réussi, ce sont surtout les pays qui ont su faire émerger un secteur privé productif efficace. Qu'à Pologne, qu'à Corée, qu'à Malaisie. Le deuxième type d'entreprise, de pays qui ont réussi, ce sont les pays qui ont mis sur le même pied d'égalité les entreprises publiques et privées, qui ont dit, mis à part une dizaine d'entreprises publiques stratégiques, ils ont dit, les meilleurs, je les finance. Ça, c'est les Chinois. Ça, c'est la Chine. Et si une entreprise part en faillite, qu'elle soit publique ou privée, elle part en faillite. Si une entreprise est bonne, elle va prendre des crédits. Et ce qui fait que la Chine est partie d'un secteur public qui représentait les 100%. Maintenant, ils sont à 35% de public et 65% de privé. Mais ils ont de bonnes entreprises publiques qui fonctionnent bien, qui sont bien gérées, qui ont de bonnes stratégies, on leur donne de l'argent. Maintenant, les mauvaises entreprises, quel que soit le domaine, on les laisse partir en faillite. Dernièrement, il y a beaucoup d'entreprises de panneaux solaires chinois qui sont parties en faillite. Le troisième type, qui consiste à dire je privilégie le secteur public et le secteur privé sera un appoint, un annexe, des fournisseurs, etc. Ça, il n'y a aucune expérience de réussite dans le monde. Donc, moi je pense, on a un secteur public où il y a quelques entreprises qui sont importantes, qui peuvent jouer un rôle important. Il faut les mettre sur le même pied d'égalité, ne pas dire je mets tous mes œufs dans le secteur public. On a fait 5-6 fois, ça n'a pas réussi. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau ? Oui. Je dirais disons au crédit des pouvoirs publics algériens, dans la démarche qui est adoptée cette fois-ci, on nous dit, en fait, on a maintenant des pouvoirs publics algériens qui ne jurent plus que par le partenariat international, qui nous disent que c'est en fait le partenariat international qui va sauver le secteur public industriel public. Est-ce que c'est une option qui peut marcher ? Parce que il y a pas mal d'accords qui ont été signés dans la période toute récente. Est-ce qu'à votre avis, c'est une option intelligente, etc. Non, le partenariat en lui-même peut améliorer les choses. Il faut faire beaucoup de partenariats, public-privé, privé-international, etc. Mais ce n'est pas ça qui va développer un pays. Aucun pays ne s'est développé à travers des partenariats. Si on voulait nous développer à travers le savoir-faire international, il fallait avoir une stratégie en ce sens et acheter des entreprises qui ont des actifs technologiques, un savoir-faire, etc., comme le font nos amis chinois, et
ils le font pour les tracteurs, ils l'ont fait pour Volvo, ils l'ont fait pour IBM. Ils ont acheté de super entreprises dotées de brevets très importants d'un savoir-faire qu'ils ont rapatrié en Chine et qui maintenant développent le pays. Attendez, monsieur Lamiri, peut-être que sur ce point-là, je vais vous reprendre parce que, à votre décharge, vous avez peut-être une responsabilité morale dans une partie du changement de cap de la politique publique. On se rappelle tous, Hassan Haddouchi ici présent, fin 2007, c'est vous qui étiez le premier économiste à avoir attiré l'attention dans la balance paiement sur les rapatriements de dividendes. Et il se trouve que la seule fois où un économiste a été écouté par le président de la République, il semble que ce soit cette fois-ci, où le chiffre de 7 milliards au titre de 2007, 7 milliards de rapatriement avait effarouché et on est passé tout de suite au 51-49. Évidemment, la crise internationale aidant, on est passé à un schéma très prudentiel. Alors là, vous proposez de prendre des actifs à l'international. On est dans un... c'est-à-dire qu'il faut débourser. Les actifs à l'international, il faut faire sortir des devises. Bien sûr. Là, on achète une entreprise qui a un savoir-faire, dont on va mettre ici le processus recherche et développement, qui va développer des produits, qui va exporter, qui va ramener des devises, etc. On était dans quel schéma en 2006 ? On était dans un schéma où les gens viennent ici faire des investissements spéculatifs. Ils viennent surtout dans l'immobilier. Enfin, il y avait Jay-Z surtout. La pompe à fric, c'était Jay-Z à l'époque. Jay-Z, on aurait pu la vendre plus cher, etc. Mais le gros, c'était quoi ? Le gros, c'était beaucoup d'investisseurs qui venaient, on leur donnait un terrain à un prix symbolique, ils faisaient des immeubles, puis ils faisaient par la suite des ventes sur plan ou du leasing, et ils vont rapatrier 2 à 3 fois 300% de leurs investissements chaque année sur 10-15 ans. Là, c'est des investissements qu'il faut arrêter. C'est pour cela que dans ce que j'ai proposé pour faire ça, j'ai dit quoi ? Il faut analyser l'impact de chaque investissement sur la balance des paiements. C'est-à-dire, j'ai un investissement, là, le gars va me construire un immeuble. Il y a combien de ressources qui entrent et combien qui en sortent. Et si on fait ça, on va voir que ça n'est pas bon pour nous, il faut refuser ce genre d'investissement. Par contre, acheter un actif technologique. Si on avait acheté Volvo, comme l'ont fait les Chinois, à 1,8 milliard, disons 2 milliards de dollars, on aura une industrie de l'automobile en Algérie, avec les coûts de main-d'œuvre, de l'énergie, etc. Peut-être on va se retrouver à exporter pour 1 milliard de dollars sur 30 ou 40 ans. Là, si je fais tout de suite mon calcul sur la balance des paiements, je vois qu'on est gagnant et le gain est énorme. Et donc, c'est l'impact sur la balance des paiements qui va déterminer si un investissement est bon ou pas. Donc, ce que vous dites, ça vaut pour le 51-49. Ça vaut, vous considérez que c'est une règle trop générale et qu'il faut analyser cas par cas. Bien sûr, le 51-49, ça existe dans beaucoup de pays, mais ça n'est pas généralisé à tous les secteurs. Alors, on peut la restreindre à un certain nombre de secteurs qu'on considère stratégiques, importants, etc., et la libéraliser pour d'autres. Qu'est-ce que c'est qu'une PME où on exige à quelqu'un d'avoir 51% s'il veut faire une petite usine de chaussures là-bas? Je crois que c'est un peu exagéré. Mais il y a certains secteurs pour lesquels on pourrait garder ça. Et donc, il faut changer les règles du jeu en ce sens. Plus de souplesse, c'est ce que Monsieur Bouchouareb en a parlé comme ça, dans ces termes, et puis s'est ravisé. Il a dit on va envisager un peu plus de souplesse. Je parle du ministre de l'Industrie. Oui, il a raison. Il faut que ça soit souple et que ça ne soit pas pour toutes les industries, pour tous les cas. Alors, il n'en demeure pas moins. On n'arrive pas à vous faire dire des choses franchement pessimistes. C'est un peu le jeu auquel on s'adonne d'habitude avec nos invités. C'est peut-être parce que vous êtes quand même confiant. Enfin, le gouvernement parle de 4%. Le FMI a conforté un taux de croissance hors hydrocarbures de 7%, je crois, pour cette année. Tout va bien. Vous dites quoi de ce taux de croissance ? Moi, je dis que ce taux de croissance, premièrement, il est trompeur et il est insuffisant. Il est trompeur parce que nous sommes en train de comparer notre croissance à celle des pays qui n'injectent pas de l'argent public dans l'économie. 4% de croissance, 7% hors hydrocarbures, aurait été bonne si l'État injecte 10%, 5% de ressources dans l'économie. Or, chaque année, on injecte entre 22 et 25% et ça va continuer sur
Le Botswana arrive à 12% de croissance, avec moins de 5% de croissance injectée par l'État. Le reste, c'est des entreprises, c'est des banques qui, à travers leur cash flow, leurs bénéfices, etc., fabriquent la croissance. Notre croissance est créée artificiellement par une rente pétrolière. C'est différent, c'est très différent. C'est ce qu'on appelle en économie une croissance extensive. Une croissance extensive, c'est de la graisse. Une croissance intensive, c'est du muscle. Il faut qu'on arrive à du muscle. Et pour cela, il y a deux choses qu'on n'a pas suffisamment explorées, dont on va parler. C'est premièrement qualifier les ressources humaines et deuxièmement moderniser le management. On a des processus. Est-ce que ce point de vue qui vient un peu casser l'ambiance, qui dit que c'est illusoire de parler de 4% et de 7% hors hydrocarbures, est-ce que ce point de vue-là, quelqu'un l'a porté dans la dernière tripartite? On l'a porté, je l'ai écrit dans l'ouvrage, je l'ai dit dans tous les journaux, dans la tripartite ça a été évoqué, etc. Et je crois qu'on commence à prendre conscience que pour l'Algérie, il faut plutôt parler indicateurs macroéconomiques multiplicateurs. C'est-à-dire, quand l'État injecte $1 dans l'économie, que fait avec ça l'économie? Maintenant, il y a un problème. Il faut qu'en Algérie, on injecte $4 pour que l'économie fabrique $1. Le processus de multiplicateur. Dans la plupart des pays, $1 injecté produit $3 de biens et de services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce que je viens de dire maintenant, on a un management inefficace encore dans nos entreprises, nos institutions, etc. Je viens de terminer une étude avec des amis économistes, un PNR, sur la compétitivité des entreprises algériennes. On a analysé 110 paramètres et on les a comparés par rapport aux entreprises internationales, africaines, etc. L'entreprise algérienne n'est même pas compétitive encore par rapport aux entreprises africaines. Si on voit à ressources égales, il y a plusieurs raisons, je ne peux pas les détailler ici, il y a des dizaines de raisons qui font ça. Mais je dis que c'est le moment idéal maintenant de s'occuper de cet aspect-là managérial. Un pays ne se développe jamais avec un management sous-développé. Nous avions un fameux professeur quand j'étais étudiant aux États-Unis, qui s'appelait Peter Drucker. Il a une phrase célèbre pour ça, qui disait « Il n'y a pas de pays sous-développés, il n'y a que des pays sous-gérés. » Il faut transformer cette incapacité managériale en capacité managériale forte. Si on arrive à faire ça, le pari est gagné. Il y en a qui vous répondraient dans un contexte de syndrome hollandais, donc avec la rente pétrolière qui déforme tous les paramètres d'attribution des ressources, qui déforment le mécanisme d'attribution des ressources, on pourrait même avoir un bon management, mais il se perdrait parce qu'il y a des systèmes de subventions, etc., qui font que celui qui n'est pas compétitif peut continuer à vivre et faire perdre la place à celui qui est compétitif. Nous, on peut en parler dans la presse. Hein. Oui. On a une presse publique qui est soutenue, ou parapublique, privée, qui est soutenue par l'État et qui empêche les vrais acteurs professionnels du secteur d'émerger. Oui. Donc ça doit exister dans l'industrie, dans plein de domaines. Donc vous dites, il faut moderniser le management, mais peut-être qu'il faut aussi dépoussiérer tous les mécanismes de redistribution de la rente qui empêchent la compétitivité. Mais bien sûr, on ne peut pas avoir un micro-management au niveau des entreprises efficaces avec des politiques sectorielles qui ne sont pas bonnes. Ça veut dire les politiques de subvention, les politiques de prix, les politiques, tout cela, l'économie, c'est une pyramide. Vous avez la macro en haut, la méso et la micro en bas. On ne peut pas avoir une micro sans avoir une macro adéquate pour l'allocation des ressources, les politiques monétaires, les politiques budgétaires. Vous insistez moins sur cela. Vous ne dites pas, par exemple, comme le dit le think tank Nabni, qu'il faut 25 milliards de dollars de transferts sociaux, enfin de mécanismes de subvention, hein, pour l'énergie, pour plein de choses. Ça empêche de développer la compétitivité. Qu'il faut agir aussi sur ça. Je le dis d'une autre manière. Je dis, voilà ce dont on a besoin. On a besoin... et c'est pour cette raison-là que l'État développe et consacre des sommes faramineuses pour le social. On a dit on a besoin, bien sûr, de cibler une catégorie sociale pour pouvoir
l'aider. Et j'ai même chiffré. On a besoin de quoi? On a besoin d'un système d'information national. Sur qui a besoin? Oui. Qui est dans le besoin? Où on a intégré à l'intérieur des paramètres sur toutes les familles algériennes, qu'est-ce qu'elles font, leurs ressources, etc. C'est quelque chose qui va coûter peut-être 150 millions de dollars à monter et peut-être 100 millions de dollars à financer chaque année. Et je le chiffre même. Et si on le mettait en place et on ciblait pour les 5-10% les gens, ben on gagnerait des milliards de dollars chaque année. Donc on dit la même chose d'une manière différente. Moi, c'est avec un outil qui est chiffré, il va coûter combien, il va faire combien, l'analyse coût-bénéfice, voilà comment on doit le faire. J'ai même fait son évaluation par nos amis qui ont des bureaux d'études à Montréal, des Algériens expatriés qui nous ont fait, sur un tas d'outils, hein, le simulateur, les bases de données, l'intelligence, l'institution d'intelligence économique, etc. On les a chiffrés. Mais en faisant ça, on arriverait à la même chose que Nebni, c'est-à-dire éliminer les subventions inutiles pour les gens et les institutions qui n'en ont pas besoin, et on rentrerait dans cette efficacité. Bien sûr, ce que vous dites est vrai, si on laisse les subventions comme ça va déformer le cadre de référence des décisions d'efficacité. On peut toujours se quereller, les experts se querellent toujours sur le marché pétrolier, est-ce qu'il sera favorable, défavorable, est-ce que le gaz de schiste va nous sauver, il ne va pas nous sauver, etc. Mais c'est un jeu de dés. Nul ne sait. Personne ne le sait. J'ai lu pas toutes, mais la plupart des analyses internationales, il y a une confusion totale. Il y a un bureau d'études anglais qui a fait quelque chose d'intelligent. Il a pris les 50 meilleurs centres de recherche qui ont fait les meilleures prévisions dans le passé sur le marché de l'énergie. Et il leur a posé la question, que sera le marché de l'énergie dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? On a eu des scénarios d'effondrement jusqu'à des scénarios où les prix pétroliers se maintiennent à 150, 160. Ça veut dire qu'il y a une incertitude totale. Bien sûr qu'il faudrait avoir une politique énergétique où il faut faire des économies, il faut avoir un équilibre dans tous les domaines, il faut avoir de l'énergie propre, solaire, un peu de tout, hein, jouer sur tous les atouts, mais ne pas y compter. Parce que si demain, il y a un effondrement du marché mondial, hein, le gaz de schiste, tout le monde en a, même la France veut l'exploiter, Sarkozy a déclaré qu'il va l'exploiter, il y en aura tellement sur le marché que les prix peuvent s'effondrer. Et donc, si les prix s'effondrent et on se retourne, on voit qu'il n'y a pas d'économie productive diversifiée efficace, mais une économie ne peut être efficace qu'assise sur l'intelligence, sur le savoir, sur les qualifications humaines. C'est ce troisième volet-là qui manque. Et j'espère dans le troisième plan, il y aura des financements importants dans ce domaine. Je crois que la bonne nouvelle de ce matin, professeur Lameli, c'est que vous avez commencé à être écouté par les pouvoirs publics. Vous nous avez annoncé quand même une bonne nouvelle. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct. Ça a été un plaisir. Merci. J'y reviendrai avec plaisir. Merci. Il n'y a pas de...